Merci de participer à cette conférence organisée par le Café pédagogique et Évidence B dans le cadre des terrains innovants, une initiative qu'on a lancée cette année. L'idée, c'est de faire rencontrer la science et le terrain lors de ces conférences. Je profite de l'occasion pour vous annoncer que notre prochain rendez-vous aura lieu en présentiel. Ouais, on va pouvoir se rencontrer, discuter, échanger autour d'un petit-déj sympathique. Ce sera le samedi 13 au matin. On peaufine les derniers détails, n'est-ce pas, Élodie? Et on revient vers vous rapidement. Et on fera ça très rapidement, sachant que le café pédagogique est en vacances pour les vacances scolaires parisiennes. Donc, vous aurez l'information le 9 mai. Donc, il faut être vigilant. Voilà. Alors, depuis quelques jours, vous avez aussi accès à un blog sur le site du Café pédagogique. Il est sur la droite dans le site, au niveau des encarts, c'est tout en haut. Et en fait, on vous propose de revenir voir un peu ce qui s'est fait en termes de conférences. Vous pouvez lire les comptes rendus de conférences. On va essayer de faire en sorte qu'on puisse voir les comptes rendus de conférences. Je crois qu'on n'est pas encore des pros de l'informatique, mais on va y arriver. Ce serait dommage de ne pas y arriver. Et voilà, vous aurez à chaque fois un compte rendu. Cette conférence, vous aurez un compte rendu dans le café pédagogique, l'Expresso du café du 9 mai, et vous la retrouverez aussi dans le blog des conférences. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour le point de l'organisation, Élodie, sur les prochaines dates. Je crois qu'on est bon. Vous avez des choses à rajouter? C'est ça. Non? C'est bon. Alors, la conférence de ce soir, suivie de la progression des élèves grâce au tableau de bord enseignant et au clustering, sera menée par François Boucher, qui est maître de conférence à Sorbonne Université et qui étudie l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation, si je ne dis pas de bêtises, François. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Vous vous intéressez particulièrement à l'analyse des traces éducatives à travers différentes modalités. Fichier log, alors là, vous m'avez perdu, vous allez nous expliquer tout ça. Expression faciale, données physiologiques pour identifier des profils d'apprenants. Aujourd'hui, vous allez évoquer avec nous les tableaux de bord enseignants et le clustering d'activités. J'ai hâte d'entendre tout ça pour comprendre un peu ce qu'est le clustering. Ça marche, merci. Je vous en prie. Alors, je regrette d'avoir le dernier café pédagogique à distance. Alors, j'aurais pu avoir un vrai café avec vous autour d'une table, mais sur ce créneau, c'est moins évident. Vous êtes tout de même invité à participer. Bien volontiers. Alors, donc effectivement, sur cette séance, alors sur cette petite bio, je parlais de logs. Donc, ce qu'on appelle les logs, c'est tout simplement en fait les traces laissées par donc quand on utilise un système numérique pour l'apprentissage, du style une plateforme numérique quelconque, du style les outils Évidence B. Il y a des traces qui sont laissées disant que telle personne a fait telle action à tel moment. Et c'est ces traces-là qui sont ce qu'on appelle des traces brutes, qui sont stockées dans un fichier log. Et c'est ça en général qu'on exploite, nous, quand je dis nous, c'est chercheurs en IA pour l'éducation, c'est on travaille beaucoup sur des traces laissées soit par des étudiants, soit par des enseignants eux-mêmes, pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de faire des choses. Et je vais vous montrer un exemple concret ici avec le cas particulier du clustering. Donc effectivement, deux aspects, il y a un peu deux éléments dans mon titre, même si les deux sont autour du suivi de la progression des élèves. Il y a un aspect, dans une première partie, je vais parler plus des tableaux de bord enseignants. Alors, je sais qu'on a des enseignants avec des profils divers qui sont présents aujourd'hui, donc je vais supposer que certains n'ont pas vu encore, ne savent pas de quoi je parle quand je dis tableau de bord enseignant, donc je vais en montrer quelques-uns pour introduire un peu le concept. Et ensuite, je parlerai du clustering, qui est finalement un moyen, notamment d'aller alimenter ce tableau de bord enseignant où on peut trouver plein de choses différentes. Et donc, il y a un type d'algorithme sur lequel j'ai travaillé en particulier, et notamment en collaboration avec Évidence B. Et donc, je parlerai un petit peu de comment le clustering peut être utile pour comprendre ce que font des élèves et comment ça peut être intégré dans un tableau de bord à destination des enseignants. Alors, donc pour resituer déjà ce que j'entends par tableau de bord enseignant, donc pourquoi tableau de bord enseignant? Parce que la notion de tableau de bord, alors des tableaux de bord, vous en avez tous croisé dans différents contextes. Hein. Quand vous prenez votre voiture face à vous, vous avez un tableau de bord.
Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un ensemble. Si je reprends le tableau de bord de ma voiture, où là, je pense que tout le monde a eu cette expérience dans sa vie, même si vous n'en possédez pas, c'est vous avez un certain nombre d'indicateurs devant qui vous disent la vitesse, il y a des signaux avec des alarmes s'il y a quelque chose qui ne va pas bien et qui demande une attention urgente sur la voiture. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est de dire je veux avoir un ensemble de choses, un ensemble d'indicateurs de différentes natures qui sont réunis sur donc si on est sur le contexte d'un tableau de bord éducatif, c'est en général par une page web ou par une page dans une application. Je vais vous montrer quelques exemples après. Et alors pourquoi enseignant? Parce que donc, dans le domaine dans lequel je travaille, qui s'appelle les Learning Analytics, alors je suis désolé, j'ai mis le terme en anglais, la bonne traduction française c'est analytique des apprentissages numériques, mais elle est quand même moins utilisée, donc je vais utiliser cet anglicisme de Learning Analytics, donc un champ de recherche. Les personnes qui travaillent dans ce domaine s'intéressent à des tableaux de bord, donc pour l'apprentissage, mais pas forcément à destination des enseignants, parce que l'autre cible prioritaire, c'est les étudiants. Et donc là, je cite sur ce petit schéma que vous voyez ici, qui était une étude de 2017, qui listait un petit peu les tableaux de bord pour l'apprentissage, comment ils étaient utilisés dans des travaux de recherche. Donc on voit que la majorité ici, c'était 41 qui étaient à destination des enseignants. Mais il y en avait ensuite 28 à destination des étudiants. Alors certains projets, certains produits ont des tableaux de bord à la fois pour les étudiants, pour les enseignants. En général, ce n'est pas les mêmes. Mais il peut aussi y avoir des tableaux de bord pour les personnes qui administrent un cours, qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Alors là, c'est peut-être pas des choses qui sont... C'est plus peut-être dans un contexte universitaire où une personne qui administre un cours, il peut y avoir plein d'enseignants sur un même cours et des administrateurs qui sont différents. Et puis, il peut y avoir aussi des chercheurs, comme moi, par exemple, même si je suis aussi enseignant-chercheur, qui peuvent s'intéresser à vouloir voir des choses qui se passent dans un contexte d'apprentissage. Et ils peuvent aussi avoir des tableaux de bord de suivi à cet effet. Donc, voilà, il peut y avoir différents tableaux de bord pour l'apprentissage à destination de différentes personnes. Mais là, je vais me centrer sur les tableaux de bord, ce qui vous intéresse a priori le plus, les tableaux de bord à destination de l'enseignant. Donc, comme j'ai dit, tableau de bord, si je devais donner une définition assez générique, c'est dire c'est un ensemble d'indicateurs. Donc, encore une fois, pensez à le tableau de bord de la voiture, différentes choses qui sont affichées, qui peuvent être associées ou non à une visualisation. C'est-à-dire je peux avoir des diagrammes très avancés où je peux juste avoir finalement quasiment du texte, des données brutes, et qui permettent de comprendre ce qu'a fait un ou plusieurs élèves dans l'accomplissement d'une ou plusieurs tâches dans un environnement d'apprentissage numérique. Puisqu'il faut bien qu'à un moment, les sources, les informations qui sont dans ce tableau de bord viennent de quelque part. Donc, il est possible d'imaginer que dans votre activité en tant qu'enseignant en classe, on pourrait imaginer d'avoir, d'ailleurs, des tableaux de bord peuvent être abondés par des choses qui sont données par les enseignants. Donc, si par exemple vous mettiez les notes, ça pourrait être ajouté à des informations. Mais en général, ici, on s'intéresse à des choses qui viennent d'outils numériques, qui donc créent déjà des traces qui peuvent être analysées automatiquement. Alors, quelques exemples de tableaux de bord, on pourra en trouver plein, mais donc, juste pour vous donner une idée, si vous n'en avez pas trop croisé pour l'instant, de tableaux de bord enseignants. Donc, ici, donc, différents articles de recherche où on voit, alors, ce qu'on visualise dans un tableau de bord, ça peut être très simple ou ça peut être très complexe en termes de visualisation. Il peut y avoir une ou plusieurs visualisations. Là, on a sur celui qui est en haut à gauche, on peut voir la progression d'une classe. Donc, il y a différents élèves dans une classe, dans le contexte d'un travail collaboratif entre des élèves. Là, sur celui qui est en bas à gauche, ce qu'on va chercher à visualiser, c'est plus le niveau d'engagement avec, alors c'est plus dans le contexte d'un MOOC ici, mais de suivi de comment progressent ces différents élèves, où ils en sont dans le cours à différents moments, et est-ce qu'ils ont réussi ou pas le cours. Donc à la fois, il y a une double coloration sur le côté actif, pas actif, et quel score ils ont obtenu. Et puis, dans des outils que vous utilisez peut-être, comme la Lilo, comme Adaptivelang, des tableaux de bord aussi à destination de l'enseignant, qui là permettent aussi de voir quelles sont les compétences qui ont été travaillées par l'élève, et donc là, la coloration donne l'information de est-ce que la compétence est acquise en cours d'acquisition ou non acquise, supposons qu'elle a été travaillée. Donc voilà ce qu'on peut trouver dans un tableau de bord. Ça peut être très simple ou très riche, avec des fois plusieurs visions de différents tableaux de bord au sein d'une même application selon ce qu'on veut voir. Donc après, il y a des questions d'ergonomie sur la quantité d'informations à mettre sur un tableau de bord. Alors, j'ai parlé d'indicateurs dans le tableau de bord, quels sont les types d'indicateurs qu'on trouve dans un tableau de bord? En général, ces indicateurs peuvent être issus de 4 grandes catégories d'analyse.
On considère donc qu'il y a des analyses descriptives où là, finalement, il s'agit juste de dire, donc j'ai mis un exemple à chaque fois, de qu'est-ce qui s'est passé dans l'application. Donc quelque chose qui serait très brut, finalement, assez proche de me donner une information. Bah là, tel élève, dans mon tableau de bord, je peux voir éventuellement que les 3 derniers exercices qu'il a fait, il s'est trompé, il a mal répondu. Donc là, je suis sur quelque chose qui est très factuel. Éventuellement, je synthétise un peu de l'information, parce que dans le log, je vais avoir exercice machin, il a échoué, exercice machin, il a échoué. Donc je fais une synthèse, simplement une somme, et je dis l'élève a raté ces 3 derniers exercices. Ensuite, il y a une notion diagnostique de pourquoi est-ce que c'est arrivé. Bah, si on pousse un petit peu l'analyse et qu'on sait que les 3 derniers exercices qu'il a fait portaient sur une notion particulière, eh ben, on pourrait probablement en déduire que s'il a échoué 3 exercices de suite sur cette notion, il y a des chances que la notion associée ne soit pas encore acquise pour le moment. Donc là, je donne une explication supplémentaire dans mon tableau de bord, peu importe la manière dont je la donne, mais quelque part, je montre à l'enseignant, c'est cette notion qui est pas acquise pour l'instant. Ensuite, il y a une notion d'analyse prédictive. Là, c'est essayer de prédire ce que l'élève va faire en fonction de ce qu'il a pu faire auparavant. Donc là, je sais que les élèves qui ont échoué parce que j'ai accumulé plein de données sur différents élèves, je sais que dans 90% des cas, s'ils se sont trompés sur 3 exercices de cette notion, finalement, ça ne sert à rien de leur redonner un 4e parce que l'énorme majorité vont aussi rater le 4e. Donc là, il y a un côté prédictif de dire si je lui donne un exercice supplémentaire, il y a de très fortes chances qu'il échoue. Et donc, c'est les statistiques qui nous permettent d'alimenter ça. Et puis, le dernier élément, c'est l'analyse prescriptive, où là, je donne une information. Alors, il ne s'agit pas de choisir à la place de l'enseignant, mais il s'agit de donner des pistes de qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, par exemple, là, dans ce cas-là, la bonne stratégie, ce serait d'aller voir l'élève et de lui refaire une explication du concept en particulier. Ça pourrait être autre chose si le problème qui se posait était, par exemple, un élève qui répondrait trop vite aux exercices. Peut-être que ce qu'on devrait faire, c'est simplement lui dire « prends le temps de bien lire la consigne associée à l'exercice ». Et donc, on voit sans trop de surprise, puisqu'on voit qu'il y a quand même une progressivité dans les analyses ici que j'ai présentées, que la littérature montre que les indicateurs qui existent sont essentiellement descriptifs, un petit peu diagnostiques, et puis beaucoup moins prédictifs et prescriptifs, parce que ça demande plus de connaissances, et évidemment, c'est plus compliqué à mettre en place de tels indicateurs. Mais aussi, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que les prescriptifs sont potentiellement les plus intéressants, d'un point de vue, parce qu'on a des suggestions d'action immédiates, alors que descriptif, on ne sait pas forcément toujours comment s'en emparer. Je vais revenir un petit peu sur cette notion après. Alors, il y a plusieurs études qui se sont intéressées justement, parce que les tableaux de bord enseignants, donc, alors, il y en a dès les premiers outils numériques, mais on va dire que au niveau des Learning Analytics, qui est un champ de domaine, un champ de recherche qui est apparu au début des années 2010, essentiellement parce qu'à cette période-là, on commençait à avoir des masses de données suffisantes pour automatiser certaines analyses. Donc depuis, ça fait quand même maintenant une bonne dizaine d'années, donc il y a eu un petit peu de recul, il y a eu différentes expériences menées sur l'intérêt des tableaux de bord enseignants. Et donc, ce que montrent ces différentes études, c'est que déjà, les tableaux de bord enseignants, alors, c'est difficile de généraliser parce qu'il peut y avoir des tableaux de bord, comme on l'a dit, avec différents intérêts, différentes vocations selon là où ils sont intégrés. Mais de manière générale, la plupart des études montrent que ça a un intérêt reporté par les enseignants eux-mêmes pour les aider dans le choix de leur rétroaction en fonction des besoins des élèves. Donc, on suit mieux ce que font les élèves dans les applications numérique, et donc on est mieux à même, grâce au tableau de bord, d'aller leur apporter une aide quand ils en ont besoin. Ça permet notamment de bien détecter, quand on a une classe qui est assez large, quels sont les élèves qui ont besoin d'aide et à quel moment ils ont besoin d'aide. Donc ça ne veut pas dire qu'en circulant derrière eux dans une salle, on ne pourrait pas le détecter, c'est juste que peut-être on le détecterait plus tard ou moins efficacement. Parce que des fois, on peut avoir l'impression, en passant derrière un élève, qu'il avance, il fait des choses, mais on ne se rend pas forcément compte qu'en fait, c'est par exemple le 3e exercice qu'il est en train de faire sur une notion et qu'en fait, il patine dessus. Ça peut aussi aider donc, à repérer les activités qui nécessitent une rétroaction, un feedback, et sélectionner à quel moment finalement on va cibler son intervention auprès de l'élève. Donc des fois ça peut valoir la peine, parce qu'il y a un intérêt pédagogique des fois à passer du temps et à se tromper pour comprendre quelque chose, mais il y a d'autres cas où c'est contre-productif.
Et donc le tableau de bord permet de cibler le meilleur moment où intervenir. Peut-être laisser l'élève chercher un petit peu avant d'intervenir. Et puis, il y a aussi des études qui montrent que finalement, ça permet, dans un contexte où c'est utilisé par plusieurs enseignants, donc là, c'était une étude contrôlée ici, où il y avait des enseignants qui avaient accès à un tableau de bord et d'autres qui n'y avaient pas accès. Et donc, ce que montrait ce travail, c'était essentiellement que donc c'est la figure là qui est en bas à gauche en premier, que les enseignants avaient tendance par défaut à faire plutôt des rétroactions à leurs élèves sur les aspects tâches plutôt que processus. Alors la distinction entre rétroaction sur la tâche ou processus, tâche c'est j'ai l'élève qui est en train de faire un exercice donné et je passe derrière lui et je lui dis non là tu t'es trompé sur ton addition parce que tu as oublié ta retenue par exemple. Et puis, processus, c'est plus à un niveau un peu au-dessus de non, quand tu fais un exercice comme ça, fais bien attention à tel et tel élément. Donc, c'est un niveau au-dessus. Et en général, ce que montrent les recherches, c'est que les feedbacks sur les processus sont plus efficaces en termes d'apprentissage que les feedbacks sur la tâche. On peut comprendre un petit peu sur cet exemple. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans l'expérience, en tout cas, qui avait été menée là, les enseignants essentiellement faisaient du feedback plus sur la tâche. Et que quand on leur donnait un tableau de bord, finalement, ça homogénéisait un petit peu. Ils faisaient beaucoup plus de feedback sur le processus parce que le tableau de bord leur permettait de voir le processus d'apprentissage de l'élève. Alors que quand on passe juste derrière un élève, finalement, on ne sait pas forcément où il en est de son processus d'apprentissage. On voit la tâche qu'il est en train de faire, mais c'est plus difficile de faire un feedback sur le processus. Donc ça permettait justement d'avoir un feedback plus efficace et donc on imagine un meilleur apprentissage pour les élèves derrière. Alors, malgré tout, les tableaux de bord enseignants ont quand même un certain nombre de limites. Et ce que montrent les études, c'est que les principales limites sont liées à des interprétations différentes faites par les enseignants. C'est-à-dire, si on met différents enseignants devant un même tableau de bord, tout le monde ne va pas forcément interpréter les mêmes indicateurs de la même manière. Alors, c'est lié au fait que j'expliquais avant qu'il y a beaucoup de choses qui sont descriptives. Et donc, descriptif, il y a un côté interprétation subjective. C'est sûr que quand on est dans le prescriptif, c'est plus direct, mais donc des personnes mises face à différents tableaux de bord n'ont pas forcément la même interprétation, même quand on leur montre les mêmes données. Et quand le tableau de bord est riche, on a vu quelques exemples de certains qui étaient assez touffus avec beaucoup d'informations, et finalement, deux enseignants ne vont pas forcément se focaliser sur les mêmes informations dans le tableau de bord, ne vont pas visualiser les mêmes choses, et donc ça va impacter la manière dont ils vont utiliser ce tableau de bord. Alors, des études complémentaires ont montré qu'il semble que ce ne soit pas directement, parce qu'on pourrait se dire, il y a un côté habitude, alors soit des enseignants chevronnés, soit des enseignants plus jeunes dans le métier. Et en fait, ce que montrent ces études, alors qui seraient confirmées, mais en tout cas dans une étude assez large qui avait été menée, c'était que finalement les variables classiques, âge, genre, expérience d'enseignement ou même des outils technologiques en général n'expliquaient pas à eux seuls cette différence d'usage. Donc, les hypothèses formulées par les auteurs de cet article, c'était de dire que finalement, ça ne veut pas dire qu'ils n'influent pas, mais c'est peut-être une influence indirecte, et qu'en fait, les vraies variables, c'est celles qui sont au milieu, là, dans la figure. C'est-à-dire, finalement, les connaissances pédagogiques, la manière dont ils intègrent ou non l'utilisation du tableau de bord dans sa routine professionnelle, c'est-à-dire à partir du moment où c'est quelque chose que j'intègre, je vais vérifier régulièrement le tableau de bord de mes élèves, on va avoir un usage différent. Et puis un point important, c'était ce qui est marqué ici, data literacy, c'est finalement l'expérience dans la lecture de données, et même après, il y a des travaux qui parlent d'expérience dans la lecture de visualisation. Tout le monde n'a pas forcément cette expérience dans la compréhension d'un tableau de bord, et c'est finalement ça qui impacte beaucoup la manière dont les enseignants vont se saisir ou non des tableaux de bord qu'on leur propose. Alors, comment essayer de contourner les limites que je viens d'évoquer? Une solution, c'est au niveau de la conception des tableaux de bord, essayer de faire de la co-conception avec les enseignants. Donc, il y a des méthodes qui existent pour ça. Alors, une méthode de conception classique en informatique orientée humain, qui sont de recueil de besoins. Donc, réfléchir d'abord, comprendre le contexte d'utilisation des enseignants en l'occurrence.
pour bien spécifier leurs besoins et ensuite faire quelque chose qu'on appelle cyclique. Finalement, je retourne vers les enseignants avec une maquette et j'essaye de mettre à jour, etc. Donc il y a des techniques qui existent pour ça, par exemple avec des systèmes de cartes pour réfléchir, avec des personnes qui ne sont pas expertes des tableaux de bord, mais qui sont expertes de leur domaine, donc lié à l'enseignement. Donc ça, c'est effectivement une bonne approche, la co-conception. Évidemment, ça prend du temps. Et puis, la pratique montre, c'est ce que je mets ici dans le schéma en bas à droite, on voit qu'en fait, dans beaucoup de cas, dans les indicateurs, donc là, c'était une étude qu'on avait menée pour voir les indicateurs utilisés dans les différents tableaux de bord de 2010 à 2021, en gros. Et on voyait que dans beaucoup de cas, les indicateurs qui apparaissaient dans ces tableaux de bord venaient des chercheurs plus que des instructeurs. Donc il y a encore du travail à faire sur les aspects éco-conception. En tout cas, voilà, c'était sur la décennie précédente. On espère que ça va aller en s'améliorant maintenant. Alors, pour montrer un petit peu ce vers quoi on peut aller pour rendre des tableaux de bord plus lisibles, j'ai choisi celui-ci qui est issu d'un article de recherche assez récent, publié donc à la conférence LAC, qui montre des ajouts d'aides de lecture dans un tableau de bord. Donc, si on regarde, alors on n'est pas obligé ici de lire vraiment en détail, c'est juste pour expliquer un petit peu le principe, la philosophie derrière ce tableau de bord, c'est de dire d'un côté, on essaye, on voit qu'il y a 4 visualisations en fait dans ce tableau de bord ici, qui sont en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Et ce qu'on voit, c'est que chaque visualisation est déjà guidée par une question. Donc au moins, en tant qu'enseignant, on n'a pas à se dire, là, je vois un graphe ou je ne sais pas trop comment l'interpréter. On sait déjà quelle est la question associée. Donc qu'est-ce qu'on doit se poser comme question quand on cherche à regarder cette visualisation-là. Ensuite, il y a de la mise en évidence de certains éléments qui doivent attirer une attention particulière. Donc là, c'est les éléments qui sont mis en orange. Donc, par exemple, en haut à droite, ici, on pourrait dire que la question, c'est quels sont les groupes, c'est dans une activité collaborative, quels sont les groupes qui discutent suffisamment. Là, je vois que les groupes 2 et 3, tout de suite, qui ont été mis en surbrillance, ils ont l'air de bien aller. Par contre, il y a l'air d'avoir des problèmes de discussion dans les groupes 1 et 4 qui ne collaborent pas assez. Donc, j'attire directement l'attention de l'enseignant sur l'information la plus importante. Et puis, il y a un petit résumé textuel qu'on voit là sur la visualisation en bas à gauche, où en dessous, ces graphes qui peuvent être compliqués à lire. Donc, le principe, c'est de montrer des échanges ici entre différents élèves. Donc, savoir qui est-ce qui domine les conversations et mène les conversations, qui est-ce qui ne participe pas. En plus de ce graphe qui demande une certaine habitude pour être comprise, il y a une petite phrase qui résume en dessous, disant, là, sur le premier groupe, on voit, alors si on analyse le graphe, on peut le comprendre, on voit qu'il y a 3 étudiants qui sont rouges, là, qui ne parlent avec personne. Mais en même temps, on rajoute de l'information en disant ils sont inactifs, mais ils travaillent sur d'autres choses. Donc, ils sont inactifs dans les discussions, mais ils ne sont pas inactifs dans la tâche en elle-même. Donc l'idée, c'est à la fois d'améliorer l'intelligibilité des tableaux de bord enseignants et en même temps d'essayer d'avoir une culture de la visualisation qui se développe petit à petit chez les enseignants, parce que plus on va proposer des tableaux de bord avancés comme ça, plus il va y avoir une habitude à travers différentes applications et donc une capacité à mieux les lire et à être plus efficace dans son interprétation aussi des tableaux de bord. Alors, je passe donc à la deuxième versant là, de ma présentation. Donc, on a dit au cas des tableaux de bord, pour l'instant, j'ai parlé en général sans forcément me focaliser sur un type d'information en particulier dedans. Et là, donc, je vais me centrer sur la notion de clustering. Alors, le clustering, je vais présenter d'un point de vue général comment ça marche, mais déjà, je vais représenter un petit peu le pourquoi du clustering. Alors ici, j'ai représenté 3 élèves, mais il faut imaginer que vous en tant qu'enseignant, vous en avez bien plus de 3, qui feraient des activités, donc des exercices, par exemple, dans une application quelconque. Et donc là, j'ai mon élève bleu qui fait l'exercice identifié comme 42 dans ma base de données, qui le réussit, c'est ce que marque la petite coche verte. Et puis, il fait l'exercice 18. Alors, la longueur des barres est censée représenter le temps passé par l'élève. Donc là, je vois qu'il passe un certain temps sur l'exercice 18 qu'il échoue finalement, puis très longtemps sur l'exercice 67 qui réussit. Et là, il fait une pause et après, il revient, il fait exercice 11. Alors, j'ai aussi mis le principe, c'est ici, on suppose que les codes couleurs représentent le thème des exercices. Donc là, l'élève bleu a fait que des exercices sur le thème bleu.
Ensuite, j'ai mon élève vert qui commence par exercice 42 aussi, qui l'a réussi, qui ensuite le système lui donne, donc je suis dans le contexte d'un système de l'apprentissage qui donne automatiquement des exercices, d'accord, avec de l'apprentissage adaptatif. Donc pour ceux qui avaient suivi la présentation d'il y a quelques semaines de Benjamin Clément avec l'algorithme ZPDES, c'est vraiment cette idée-là. J'ai des exercices qui sont choisis au mieux par l'application, mais le problème, entre guillemets, en tant qu'enseignant, c'est que, alors c'est très bien pour l'élève, parce que les études montrent qu'il avance plus vite, mais moi, en tant qu'enseignant, ça me complique un peu la tâche, parce que là, au lieu de dire, je donne à tout le monde les mêmes exercices, là, je vois que j'ai des élèves qui font différents exercices, je ne sais même pas forcément sur quel thème, parce que là, je suppose qu'il y a 3 thèmes que j'ai illustrés par bleu, vert, jaune, ici, en code couleur, mais je ne sais pas forcément quel thème le système va aller choisir pour chaque élève. Et donc, ça me devient très difficile. Alors, si j'avais un temps infini, je pourrais m'amuser à examiner ces barres-là et pour mes 30 élèves, dire, bah oui, machin, il a travaillé sur ça et comprendre, mais ça va me prendre énormément de temps et c'est pas forcément le temps qui est c'est pas la meilleure manière d'allouer son temps. Donc, l'idée ici, c'est de dire, je vois que les élèves commencent par la même activité ici, l'activité 42, mais après, ils font un nombre d'exercices différents, ils y passent un temps différent, ils ne travaillent pas les mêmes thèmes, ils ne font pas le même nombre d'exercices, etc. Donc il y a une variabilité énorme dans ce que fait ma classe et qui rend le suivi très compliqué si je n'ai pas un outil pour m'assister. Et si je vous donne 30 barres comme ça va prendre un certain temps pour savoir qui est le plus avancé dans sa maîtrise des exercices, qui a travaillé sur quoi, qui est bloqué actuellement, etc. Donc l'idée, c'est qu'on a envie de passer de ça, qui serait une vision certes complète mais difficilement exploitable, à quelque chose de plus synthétique qui fait abstraction un petit peu des différences des parcours et qui va me regrouper mes élèves avec des similarités en disant voilà, ceux-là ils ont fait à peu près la même chose, ils ont à peu près les mêmes problèmes. Alors évidemment, tout comme toute modélisation, tout élève est individuellement différent, mais il y a quand même des choses qui permettent de rapprocher certains. Et l'idée, c'est d'aider la mise en place ici de parcours d'apprentissage différenciés, de dire peut-être que dans ma classe, j'ai en gros 3 grands groupes d'élèves pour lesquels il faudrait que je fasse 3 interventions ciblées différentes. Et donc, c'est là qu'entre en jeu la notion de clustering. Donc, le clustering, imaginons que je projette ici, donc là, sur ce petit diagramme, on suppose qu'un point égale un élève. Alors, je n'ai pas compté, il doit y en avoir une petite trentaine. Et l'idée, c'est ici, j'ai mes axes que j'ai volontairement pas nommés XY, ça peut être ce que vous voulez, mais quelque chose qui a un sens pédagogiquement, donc du temps de réponse, du gain d'apprentissage, etc. Donc là, je simplifie, je suis en vision en 2 dimensions parce qu'on comprend bien le principe, mais il faudra voir que l'algorithme fonctionne sur bien plus de 2 dimensions. Donc supposons que ça, c'est la projection de mes élèves dans ma classe, selon 2 dimensions, quelles qu'elles soient. Mon principe, ça va être de dire je veux essayer de repérer ce qu'il n'y a pas des groupes dans ces nuages de points. Alors si je vous donnais ça à faire à la main, il y a des chances que vous aboutissiez à quelque chose qui ressemble à ce que j'ai dessiné ici. Donc à savoir, je vois, alors peut-être qu'on ne serait pas tous d'accord sur le nombre de cercles à faire, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un paquet de points en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, etc. Donc l'idée, c'est que c'est l'algorithme, donc un algorithme dit de clustering, qui va me faire automatiquement ces regroupements en se basant uniquement sur finalement la manière dont ces points sont répartis dans l'espace. Donc je vais extraire ces regroupements, qu'on va appeler donc des clusters, d'élèves similaires, et je vais ensuite essayer de choisir, donc là j'en ai eu 5, et je vais dire, je vais prendre un élève prototypique qui représente ce groupe. Alors c'est même pas forcément un vrai élève, là il se trouve que ces points-là ici ne sont pas superposés exactement avec un des points qui existait, mais c'est un élève qui est représentatif de ce que sont l'ensemble des élèves de ce cluster, globalement. Et donc c'est à partir de ces élèves prototypiques qui n'existent pas forcément, mais qui ont les caractéristiques des élèves qui sont mis dans ce cluster, que je vais pouvoir, ce qu'on appelle caractériser les clusters. Donc dire, ceux qui sont dans le cluster jaune, c'est les élèves qui sont plus X que les autres et plus Y à la fois que les autres. Après, à voir ce que sont X et Y, mais en tout cas, je peux dire qu'ils sont plus que les autres d'après leur position dans mon schéma. Et une fois que j'ai extrait ces élèves prototypiques, quand j'ai un nouvel élève qui fait certaines activités et que je reprojette dans mon espace XY, le principe, pour savoir dans quel groupe, entre guillemets, je le mets, je vais simplement regarder quel est le point le plus proche. Donc là, sur cet élève imaginaire bleu clair,
l'élève prototypique le plus proche, c'est l'élève prototypique blanc ici. Donc je vais en déduire que cet élève devrait être dans ce que j'ai appelé le cluster blanc. Et le cluster blanc, je l'ai étudié par ailleurs pour savoir ce qu'il représente. Donc l'avantage du clustering, c'est que je n'ai pas besoin, alors s'il y en a certains parmi vous qui sont un tout petit peu familiers quand on parle un peu de technique d'IA, souvent l'exemple qu'on donne, c'est ce qu'on appelle de la classification supervisée, c'est l'exemple des je veux entraîner une machine à détecter des photos de chats. Je lui montre plein de photos d'animaux qui sont des chats, je lui dis ça c'est des chats, et je lui montre plein de photos d'animaux qui ne sont pas des chats, je lui dis ça ne c'est pas des chats. Et mon but c'est ensuite que ma machine apprenne quand je lui montre une photo de chat pour dire ça c'est un chat, c'est pas un chat. Là je suis sur un apprentissage dit non supervisé parce que je ne montre pas au départ je ne suis pas capable de dire à mon système il existe des élèves jaunes, des élèves verts, des élèves rouges. Je sais que mes élèves vont parcourir les ressources du système de manière différente, mais je ne sais pas forcément encore trop comment, et c'est finalement quand je vois ce que font mes élèves que je dis, ok, ceux-là, ils ont l'air de faire des choses qui sont similaires. Mais donc, c'est guidé par les données, pas guidé par des connaissances a priori que j'aurais sur des catégories d'élèves. Alors évidemment, pour que ces méthodes marchent et donnent des choses intéressantes à intégrer ensuite dans un tableau de bord, il faut avoir enregistrer des choses qui sont fines, c'est-à-dire si la seule chose que j'enregistre dans mon système, c'est les élèves, si je reviens un petit peu à mon schéma ici, j'avais dit là j'ai des élèves qui réussissent ou qui ne réussissent pas, mais en même temps j'avais dit ah oui mais j'ai aussi une coloration qui donne le thème de mes exercices. En plus j'ai une durée qui est associée, qui est le temps passé sur ces exercices. Et puis peut-être que je pourrais être encore plus fin que ça et dire en même temps, si mon élève a fait des essais-erreurs avant de soumettre sa réponse, si en même temps j'enregistre ça, là je pourrais pas dire simplement il a passé énormément de temps sur exercice 67, mais il a essayé plein de choses dans exercice 67 avant de finalement arriver à la bonne solution. Donc plus j'enregistre d'informations sur l'activité de mes élèves, plus ensuite dans l'analyse que je vais en faire et donc je vais pouvoir dire des clusters qui sont formés, plus je vais pouvoir être précis. Et alors évidemment, comme c'est une approche qui est fondée sur les données, ça suppose qu'on collecte un certain volume d'informations, donc on est beaucoup d'élèves pour avoir quelque chose qui finalement... Parce que si je fais ça sur une classe de 30 élèves, probablement qu'il existe des élèves dans le monde qui ne sont pas représentés dans cette classe de 30 élèves, qui auraient une activité différente. Par contre, si maintenant je dis je commence à collecter ces informations sur 100 classes de 30 élèves, là, il y a quand même plus de chances que je me retrouve avec des élèves qui représentent la diversité de ce qui existe. Alors, il peut toujours exister des individus uniques qui ne correspondent à rien de ce qu'on a vu auparavant, mais plus j'augmente la taille de mon échantillon, plus c'est difficile à imaginer d'avoir quelqu'un qui est absolument différent de tous ceux que j'ai vus précédemment. Alors évidemment, là j'ai éludé, j'illustrais un petit peu le principe général de la chose. Évidemment, il y a plein de complications sous-jacentes. Par exemple, savoir combien je fais de regroupements. Là j'ai dit j'en faisais 5, mais est-ce que 5 c'est le bon nombre? Et puis si dans une classe très hétérogène, on n'a pas envie de dire à l'enseignant, il y a 10 groupes dans la classe, sinon on perd un peu l'intérêt de dire je fais des groupes. Inversement, sur une classe relativement homogène, dire à l'enseignant il y a un groupe dans ta classe, finalement pareil, il n'y a plus trop d'intérêt à l'approche. Donc il y a des choses un peu plus complexes ici. Ensuite, il y a l'idée de construire des attributs qui sont pertinents. Donc là, c'est ce que j'avais volontairement éludé ici, où j'avais dit mes axes x, y. Plus je mets des choses qui ont du sens, plus je vais avoir des clusters qui sont intéressants à expliquer à l'enseignant. Et puis après, sur la manière dont j'explique, il y a un côté de, ok, d'un point de vue statistique, je peux dire que mon groupe se caractérise par ça et ça, mais comment je donne cette information d'un point de vue intelligible pour un enseignant dans sa pratique quotidienne qui n'a pas forcément 2 heures à passer pour essayer d'analyser ce qui est caché dans le sens. Alors pour vous donner un exemple de ce que peut donner un tableau de bord intégrant du clustering, donc là c'est une capture d'écran issue d'Adaptivelang, donc un des produits d'Evidence-B, qui est basé donc sur l'algorithme qui s'appelle SACOM, dont je suis co-auteur avec Fatima Arak qui travaille chez Evidence-B. L'idée ici, c'est de dire, on cherche à montrer à l'enseignant les 3 groupes ici. Donc là, dans sa classe, il y a 3 groupes qui, en fonction de leur activité, sont représentés. Alors là, c'est coupé, normalement, il y aura une description du 3e groupe plus bas. Mais donc, je donne des informations
quantifiable sur les groupes, où là, je vois assez rapidement que le groupe 1 a des scores moyens de 0,6 sur 1, l'autre 0,8 sur 1. Donc tout de suite, je vois que le groupe 2 a l'air de mieux réussir en termes sur les exercices qu'il a réalisés. Et le groupe 1 en plus passe beaucoup plus de temps, 29 secondes en moyenne par exercice, que le groupe 2 qui a passé 10 secondes. Et puis je vois aussi, comme le groupe 2 avance plus vite, il a ouvert davantage l'objectif, donc ce qui signifie dans le contexte de l'application, il a vu plus de thèmes différents. Donc probablement parce qu'ils avancent plus vite globalement. Et donc même chose dans une autre application ici, où je vois que j'ai des groupes d'élèves, alors qui ne sont pas forcément tous de même taille. Là, on peut avoir un gros groupe dans la classe et puis des groupes avec quelques élèves simplement. Donc là, ce n'est pas une classe de 30 élèves, c'est des petites classes, mais le principe reste le même. Donc comme on a vu, l'objectif, c'est ensuite d'améliorer, d'essayer de lier, voir comment mettre le clustering dans des tableaux de bord, en fonction de ce que j'ai pu dire avant sur les tableaux de bord, donc travailler sur l'amélioration, puisqu'on voit que ici on a des choses qui sont compréhensibles, mais qui sont certainement améliorables, comparé au tableau de bord que j'ai pu vous montrer avant. Notamment sur la notion de prescription, de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour ces élèves-là, parce que là, je suis encore dans du descriptif par rapport à ce que je vous avais montré au tout début, mais je ne suis pas encore sur du prescriptif, de dire, ok, ce groupe 1, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour lui? Il a l'air d'être plus en difficulté que le groupe 2, mais pour l'instant, c'est à l'enseignant, avec l'habitude, d'aller comprendre ce qu'il faudrait faire pour ces élèves-là. Donc évidemment, l'objectif, c'est d'aller vers des choses qui sont plus prescriptives. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dire à l'enseignant quoi faire, c'est simplement des suggestions d'intervention possibles et donc de le guider dans sa pratique. Et j'en ai terminé. En espérant, j'ai vu qu'il y avait plein de questions qui défilaient en même temps, je n'ai pas eu le temps de les regarder. Alors, merci beaucoup François. Je comprends ce qu'est le clustering. Je ne sais pas si je saurais l'utiliser, mais en tout cas, j'ai compris. Alors, il y a des questions, beaucoup de commentaires aussi, de gens qui s'intéressent sur la possible... je ne sais pas si on enchaîne les questions directement, Elodie. On y va? Oui, on peut. D'accord. Alors, je reprends le début, le déroulé. Alors, Alberto Hélène vous dit que vous proposez nécessite l'utilisation par les élèves de tablettes. Le bon vieux cahier ne sera donc pas adapté. Il faut utiliser des logiciels. Alors, oui, je l'ai dit rapidement en passant au début, c'est qu'effectivement, le plus simple pour l'utilisation de tableaux de bord, alors encore plus de clustering, ça nous rajoutera un niveau de complexité, mais c'est effectivement de dire on a des logiciels numériques, quels qu'ils soient, qui produisent des traces qui viennent alimenter un tableau de bord. Alors, ça n'est pas impossible absolument de dire un enseignant peut venir abonder, c'est-à-dire on pourrait très bien dire l'enseignant rentre des notes ou fait des observations sur ce que fait ses élèves dans la classe, et c'est synthétisé ou ça se rajoute même à des traces numériques. Mais évidemment, c'est un peu plus, ça demande un petit peu plus parce que ça demande une activité de saisie de la part d'enseignant si on veut faire ça. Donc, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. D'accord. Alors, il y a Christophe Battier qui parle de Classcraft. Moi, je ne connais pas. Voilà. C'est ce qu'on vient de décrire là, c'est-à-dire que c'est un dispositif extérieur à la classe, un site web dans lequel on enregistre sa classe, les élèves, bonsoir tout le monde d'ailleurs, et on vient annoter manuellement tous les comportements en présentiel dans la classe dans un dispositif avec une gamification où on donne des rôles alors en fonction du niveau de la classe, de fées, de mages, ça donne des pouvoirs virtuels, des personnages virtuels. Donc c'est une autre façon, un autre tableau de bord, une autre façon de représenter l'activité dans la classe. Et c'est à l'enseignant de rentrer le reporting de ce qui se passe dans la classe. D'accord. Finalement, pour ceux qui utilisent le bon vieux cahier ou pour ceux qui veulent apporter des éléments supplémentaires, c'est bien ça? Oui, parce que ça joue sur la motivation, c'est-à-dire que le tableau de bord est aussi, alors là on a parlé de tableau de bord côté enseignant, mais dans le Classcraft, les résultats sont remontés côté étudiant ou élève, et ça, il y a un côté motivationnel, j'ai fait des choses bien, j'ai des nouveaux pouvoirs, bon, c'est l'équivalent un peu moderne du bon point de l'époque. Oui, c'est ça. J'ai du mana, je peux aller avoir, il y a tout un tas un jeu de rôle autour de ça. Voilà. D'accord, ok.
Alors après, c'était beaucoup de commentaires, d'échanges entre les invités. Il y a une question de Laure Rouxel. Avez-vous des exemples d'applications utilisables en élémentaire et permettant une analyse de type clustering? Alors, j'ai présenté tout à la fin. Alors, Adaptive Math est clairement, je le sais, orienté primaire. Je ne suis pas certain pour Adaptive Langue. Peut-être que quelqu'un d'Évidence B peut confirmer. Adaptive Math, effectivement, on est sur les mathématiques en cycle 2. Et pour Adaptive Langue, c'est la maîtrise du français pour les lycéens. Je ne vous entends plus. Allô? Oui, c'est bon? Ouais. D'accord, pardon. Je n'avais pas entendu la fin. Donc, Adaptive Langue, on est bien d'accord, c'est pour le lycée. Exactement. D'accord, ok. Alors ensuite, Christelle nous dit que dans les milieux ruraux, nos budgets sont très restreints, donc peu de matériel numérique. Avez-vous des logiciels qui mettent en place le clustering suite à un tableau de bord complété? En gros, les enseignants renseignent le tableau de bord et en fait, il y aurait que cette partie du logiciel, du travail qui serait fait par le logiciel. Alors, non, j'aimerais bien vous en citer, mais non. L'algorithme qui est effectivement implémenté dans ces logiciels-là, théoriquement, pourrait marcher sur des données saisies à la main, mais on n'a pas fait ce travail de donner une accessibilité, enfin quelque chose qui permettrait de directement utiliser l'algorithme avec des données qui seraient rentrées par l'enseignant. Alors après, il y aurait aussi quand même un petit inconvénient avec ça, parce que je l'ai dit ici, c'était sur l'aspect représentativité des données. Ici, j'avais dit un des problèmes, c'est que si on a une classe de 30 élèves, certes, un algorithme de clustering peut faire des groupes. Un algorithme de clustering peut toujours faire des groupes, c'est son principe. Simplement, ce sera des groupes fondés uniquement sur la classe. Et l'avantage de l'utiliser dans une application numérique à large échelle, c'est qu'on apprend sur l'ensemble des classes. Donc finalement, chaque classe bénéficie de ce qui a été appris aussi sur les autres personnes qui ont déjà utilisé l'application avant. Si on fait uniquement sur sa classe, on risque d'avoir, on aura des résultats, mais ce ne sera pas forcément les résultats les plus pertinents, parce qu'on aura des groupes fondés uniquement sur ce qu'on a observé dans les 30 élèves de la classe. D'accord. J'en profite pour rappeler qu'Adaptive Math est gratuit pour tous les enseignants. Je ne dis pas de bêtises, Élodie, on est bien d'accord? Exactement, oui. Ouais. Alors, beaucoup d'enseignants ne le savent pas, parce que j'en rencontre beaucoup grâce au café pédagogique. Et quand je le dis, il n'y a pas assez d'informations, je pense, au niveau institutionnel sur ces logiciels qui sont offerts à tous les enseignants. Parce que oui, il y a des endroits, j'ai vu dans le milieu rural, où peut-être qu'il y a un manque de matériel, mais j'imagine qu'il y a une salle informatique, même pas. Je ne sais plus qui avait dit ça. Je ne sais plus quelle est la personne. C'était Christelle. C'était Christelle. Il n'y a même pas de salle informatique, Christelle? Alors, moi, je suis dans le primaire. Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Alors, oui. Alors, moi, en plus, je suis dans le primaire. Alors, Adaptive Math, tout ça, je l'utilise, la Lilo aussi. J'ai quand même la chance d'être dans un milieu rural où on dispose dans chaque classe de quelques tablettes, d'ordinateurs. Mais ça, c'est quand même un milieu, c'est quand même une situation assez privilégiée, parce que maintenant que je circule parce que je suis formatrice depuis cette année, et le fait de circuler dans les écoles, je me rends compte aussi que beaucoup d'écoles n'ont pas. Et je sais que j'utilise moi EduMove pour répondre, c'est moi qui ai répondu tout à l'heure à la personne en disant que tout ce qui est tableau de bord, je le fais. Certes, ça nous prend énormément de temps quand on doit rentrer nos exercices avec les différentes compétences qu'on veut y voir derrière chaque exercice. Je rejoins tout à fait tout ce que vous avez dit par rapport à la lecture et toutes les informations que ça peut nous apporter. Mais c'est vrai que l'effet clustering, là, moi, je ne le connaissais pas trop. J'ai vu des fois différentes représentations et tout ça sous forme de toile d'araignée ou de choses comme ça. Et c'est pour ça que je vous posais, moi, la question, et je sais que quelqu'un l'a posée aussi. Est-ce que vous connaissez, mais apparemment, vous n'avez pas, de logiciels qui permettent justement, suite à nos tableaux de bord qu'on a pu créer informatiquement, arriver à faire ces espèces d'effets clustering. Ok, merci Christelle. Alors, Eric et Irène dans le 4. Si je peux poser une question, ce qui serait intéressant aussi en primaire, donc je suis formatrice aussi,
c'est peut-être d'avoir des outils qui nous permettent de faire, alors parce que quand on n'est pas bien équipé, de faire des quiz à certains moments de l'année, ce qui nous permettrait de rebrasser les savoirs enseignés tout au long de l'année pour favoriser l'ancrage au niveau de la mémoire. Et ensuite pouvoir faire justement ce type de cluster de façon à pouvoir positionner nos élèves. Mais si on n'a pas d'outils, c'est compliqué. Un peu comme les évaluations, en fait. Oui, alors en fait, on fait, enfin, en tout cas pour ma part, on fait plutôt maintenant un suivi au quotidien de l'élève. Donc, nous, dans notre école, on fonctionne avec un système de couleurs acquis en cours d'acquisition, non acquis. Et c'est sur le cahier du jour qu'on s'aperçoit que la notion, enfin, un élève qui sait faire la multiplication posée, ça ne sert à rien que je refasse une évaluation. Et celui qui ne sait pas la faire, ça veut dire qu'il faut que je fasse de la remédiation cognitive. Ça ne sert à rien de lui proposer une évaluation, il ne va pas y arriver. Donc, du coup, ça serait faire de la remédiation et à un certain moment, donner à celui, je prends l'exemple des calculs posés, mais permettre à celui qui a besoin de travailler le calcul posé, la multiplication, de faire la multiplication. Celui qui aurait besoin de la division, ben, lui, il ferait de la division. Un peu lier en fait ce que vous proposez là au travail coopératif de Monsieur Konak, vous voyez, Oui, et pouvoir ressortir une analyse plus fine en fait. Mais j'ai pas d'outils, je connais pas d'outils qui permettent de me faire de faire ça. C'était un peu ça ma question. C'est ce qu'on recherche en fait. Ouais. Bon bah François, il y a une nouvelle recherche à mener. Effectivement. Faut en parler à votre labo. Je pense que l'idée, c'est qu'en général, alors, par exemple, Adaptive Math est orienté juste sur maths cycle 2, mais il y a quand même l'idée d'aller vers une généralisation de ce type d'outils. Et effectivement, si on a quelque chose qui arriverait à couvrir à peu près les différents cycles sur les différentes matières, et je pense que c'est ce que cherche à pousser le ministère à travers les appels à projets qui ont permis de développer, par exemple, Adaptive Math. J'espère, à titre personnel, même à titre de parent d'élèves qui va y aura bientôt en primaire, que ces outils-là pourront être généralisés. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a encore beaucoup de chantiers, beaucoup de choses à faire pour que ça couvre en termes de contenu l'ensemble des choses. Oui, le souci, c'est que tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est budget de fonctionnement, d'équipement, ça dépend des communes. Et là, clairement, on est face aux grandes inégalités territoriales et qui ne sont pas forcément liées à zone urbaine, zone rurale. C'est vraiment d'une commune à l'autre. Et quand on est en région parisienne, je voyais le propos d'Éric qui est Iron dans le 93 et Caroline. Non, je crois que c'est Caroline, je suis désolée, j'ai perdu le fil, qui disait que dans son collège, il y avait des tablettes et dans l'école d'à côté, il n'y en avait pas du tout. C'est vraiment problématique. Mais là, l'enjeu est au niveau national, en fait, puisque les collectivités doivent être accompagnées aussi, j'imagine, pour l'équipement des écoles. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions. Alors, Eric, donc, qui est Iron dans le 93, demande quand pourrons-nous avoir des applications pour le cycle 3 ? Élodie, vous êtes là ? Oui. Eh bien, c'est en cours. C'est en cours ? D'accord. Si je peux me permettre, excusez-moi, Élodie, on en avait parlé lors d'une intervention à l'INSPE de Livry-Gargan lors de votre présentation d'Adaptive Math. D'accord. Ok. Et malheureusement, toutes les applications en P2IA qu'on a, nous les Eron, on adore beaucoup tout ce qui se fait pour le cycle 2. Mais malheureusement, les enseignants, quand on arrive, nous disent « Et le cycle 3, on fait comment ?» Et là, on est en difficulté. Oui, j'imagine. Alors, il y a J qui pose une question. Est-il obligatoire d'utiliser des exercices standardisés créés par des logiciels ou l'enseignant peut-il utiliser ses propres exercices ? Alors, sur le principe, il n'y a rien qui s'opposerait, même pour se connecter avec ce que j'ai présenté, à ce qu'il y ait des exercices rentrés par l'enseignant. Simplement, ce qui serait important pour que les choses fonctionnent, c'est que les exercices soient bien indexés. Alors, ce que j'entends par indexation, c'est-à-dire, sur mon exemple où je disais tel exercice travaille telle et telle compétence, il faudrait que ce soit rentré dans la bonne case, l'exercice travaille telle et telle compétence et vient s'ajouter à la base d'exercices existante.
Alors après, sur la faisabilité dans les solutions techniques présentées, là je laisse la main à quelqu'un d'Évidence B. Il me semble que la question s'était posée à un moment de permettre cette possibilité d'ajouter des exercices de l'enseignant lui-même. Je ne sais pas si c'est où ça en est dans la roadmap. Là, pour l'instant, les exercices sont basés sur des activités de recherche, des projets de recherche, c'est-à-dire qu'ils sont réalisés par des chercheurs. François vous a présenté ce qu'il a fait sur le tableau de bord enseignant. On a fait le même travail avec des chercheurs. Enfin, Évidence B a fait le même travail avec des chercheurs, mais cette fois-ci sur comment on crée des questions. Donc, c'est pas des simples quiz basiques tels qu'on pourrait les faire dans des applications comme des plateformes LMS de type Moodle ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui sont un peu plus réfléchis, des exerciceurs qui sont un peu plus poussés. Il existe déjà des bases de données de questions qui existent. Alors, il faut chercher un petit peu dans les communautés, les partager sur des Moodle ou des trucs comme ça. On peut les récupérer. Mais là, l'idée aussi, c'est que il faut générer énormément d'exercices pour avoir énormément de data et des exercices différents qui sont adaptés au niveau de l'élève. Et donc, si on doit tout rentrer à la main, c'est un boulot de malade. C'est faisable, mais c'est un travail de titan, quoi. Il faut savoir, c'est plus de 8000 questions dans Adaptive Math. Donc, si vous êtes motivé pour avoir rien que sur le cycle 2, donc il faut refaire 8 à 10 000 questions pour le cycle 3. Voilà, ça prend un peu de temps. Alors, quoi d'autre? Alors, on interroge, je pense, des logiciels. Je ne sais pas si vous les connaissez, François, Mathia et Smart Enseigno. Alors, je les connais, je ne les ai pas utilisés personnellement. C'était effectivement deux logiciels qui ont été développés dans le même appel à projet P2IA, donc qui sont aussi mis à disposition gratuitement des enseignants. Je connais un peu plus la Lilo qui était aussi dans ce P2IA, qui était orienté là sur l'apprentissage de la lecture en cycle 2. Mais alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent au clustering dans ces deux applications-là. Elles ont d'autres intérêts, couvrent d'autres choses qu'Adaptive Math. Mais il n'y a pas cet aspect clustering, me semble-t-il. Si vous deviez résumer en quelques mots, alors, ou vous, François, ou chez Évidence B, l'intérêt pour un enseignant d'utiliser Adaptive Math. Alors, je peux tenter, quelqu'un d'Évidence B après peut compléter éventuellement. Je dirais que l'intérêt, c'est de... Alors déjà, puisqu'il y a deux briques IA finalement dans Adaptive Math, il y a la brique qui permet l'apprentissage adaptatif, donc chaque élève peut aller à son rythme, donc à la fois avancer rapidement pour ceux qui ont des facilités et prendre le temps nécessaire pour faire les exercices pour les autres. Alors, il y a aussi l'aspect que c'est des exercices qui, comme ça venait d'être rappelé, ont été développés par... il y a des catégories d'exercices bien précises développées par des chercheurs en sciences cognitives, donc c'est aussi des choses qui sont vraiment fondées sur des travaux démontrés là-dessus. Donc il y a une qualité aussi du contenu pédagogique. Et puis après, donc c'est libérer du temps pour l'enseignant, et notamment via l'algorithme de clustering, pour se concentrer sur les élèves, en même temps que les élèves avancent chacun à leur rythme. Lui peut avoir une vision globale de ce que font chacun des élèves, et éventuellement prendre des petits groupes qui lui sont suggérés par exemple par l'algorithme de clustering et dire ok, pour ce petit groupe de 5-6 élèves, je vais les prendre à part et leur dire voilà, j'ai vu que vous aviez du mal sur telle et telle notion, donc je vais vous donner, et à ce moment-là, les exercices, parce que la question se posait tout à l'heure des exercices personnels, l'enseignant peut avoir sa propre base d'exercices qu'il connaît à côté et les donner. Voilà. Le but, c'est pas non plus que l'élève se fasse tout sur numérique. Les cahiers, c'est très bien aussi, mais voilà, justement, il peut alterner et l'enseignant peut s'appuyer sur les activités numériques pour ensuite donner des activités de remédiation sur cahier en classe à partir de ces exercices à lui. J'irai même plus loin en tant qu'ancienne directrice d'école et enseignante, ils peuvent manipuler, je crois que c'est bien, s'ils ne font pas de numérique. C'est l'occasion pour l'enseignant de prendre des petits groupes et de manipuler justement pour travailler ces notions en fait. Je suis d'accord. Alors, il y a une question d'Eric. Comment fonctionne l'application si elle n'utilise pas le clustering? Elle propose un tableau de bord pour l'enseignant? Je parlais de Mathia. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, Mathia, je ne sais pas, je ne connais pas personnellement. C'est une application de P2IA développée dans le cadre de l'appel à projet Éducation nationale. Et sur cette application, on propose un tableau de bord aux enseignants.
Et François disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de cluster, enfin, il ne pensait pas qu'il y ait de clustering sur cette application. Et je me pose la question comment elle fonctionne, puisqu'il y a des tableaux de bord de proposer aux enseignants. Je suis peut-être un petit peu. Alors le tableau de bord, je ne sais pas précisément s'il y a un aspect du tableau de bord de Mathia que vous avez en tête. Sur le site, sur la page d'accueil que j'ai proposée là, ils mettent un exemple de tableau de bord. Alors, je m'y connais peut-être pas assez pour savoir, mais on voit qu'il y a un espace de tableau de bord proposé pour suivre les progrès des élèves. Et ils disent que l'IA propose des groupes d'élèves par niveau ou par besoin. C'est pour ça que je me pose la question, s'il n'y a pas quand même derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière s'il n'y a pas de clustering? Alors, j'aurais tendance à dire comme ça, mais ce serait clairement à vérifier. Alors, parce que j'avais quand même regardé un petit peu les autres solutions du P2IA et je sais de manière quasi sûre qu'il n'y a pas de clustering et je pense qu'ils doivent se baser uniquement sur l'avancée des... C'est-à-dire, il est tout à fait possible de juste dire, je regarde où sont mes différents élèves et de dire, il y a un groupe d'élèves qui est allé plus loin là, dans les tableaux de bord qui sont représentés. On pourrait juste dire, je prends les élèves qui ont passé tel seuil, et donc ça me donne une catégorie d'élèves. Mais du coup, c'est assez unidimensionnel. L'avantage du clustering, c'est de pouvoir prendre en compte différentes dimensions, différentes informations. Et je pense pas que dans Mathia, il y ait cet aspect-là. Mais je sais pas comment sont faits les groupes. Autrement, il est aussi possible que ce soit l'enseignant qui puisse faire ces groupes. Que ça demande à creuser. Mais je crois pas qu'il y ait de clustering directement. On va prendre une dernière question parce qu'il nous reste 2 minutes. Comment sait-on alors si le clustering est utilisé? Parce qu'on nous propose un groupe d'élèves. Alors, comment est-ce qu'on sait s'il est utilisé par l'application, utilisé par l'enseignant? Je ne suis pas sûr de... Oui, moi non plus, je n'ai pas trop. Vous m'entendez? Oui, Caroline? Voilà, oui, c'est moi, Caroline, bonjour. En fait, ma question, c'était quand, donc a priori sur Adaptive Math, c'est le cas. Sur d'autres logiciels de P2IA, a priori, non. Mais dans ce cas, comment sait-on que le clustering est utilisé? Est-ce que c'est parce que l'application nous propose un groupe d'élèves pour lesquels on va faire tel type d'exercice? Parce que sinon, on a juste un tableau de bord avec les résultats des élèves et ils ne sont pas regroupés, peut-être, c'est ça? Je parlais pour l'enseignant. Alors, la question, c'est comment l'enseignant peut deviner qu'il y a du clustering. Alors, oui, la réponse, c'est, je pense qu'il ne peut pas le deviner. Effectivement, quand il y a des groupes, les groupes, une des manières de faire des groupes, c'est les techniques de clustering que j'ai présentées là. Donc, si c'est des groupes qui sont formés automatiquement sur la base de l'activité des élèves, il y a des chances qu'il y ait ce type d'algorithme. Après, il peut y avoir d'autres manières de faire des groupes qui sont plus à base de règles, parce que comme ce que j'évoquais ici, ce serait juste de dire des élèves où je prends même en termes de progression, je pourrais juste dire je regarde les 20% de mes élèves qui sont allés le plus loin et ça me forme un groupe. Donc là, ce serait quelque chose qui serait vraiment basé sur une règle assez simple. Donc c'est difficile à dire. C'est pas parce qu'il y a des groupes qu'il y a du clustering. Donc on peut pas le deviner, il faut vraiment aller voir. Je crois qu'il y a des fiches sur les produits qui avaient été sélectionnés par le B2IA. Je crois qu'il y a des fiches qui expliquent un petit peu les principes en termes assez simples des IA qui sont derrière. Et donc justement, ça permet de dire s'il y a ou non du clustering dans une solution. Mais ça se devine pas a priori. D'accord, merci. On va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir été présents. Merci François pour cette présentation très très claire. Vraiment, parce que, encore une fois, je le dis à chaque fois, je ne suis vraiment pas une adepte pas une pro plutôt, de ce type d'outils. Donc, merci beaucoup. Merci pour la qualité de cette présentation. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve le 13 mai en présentiel à Paris. À bientôt. Merci. Bonne soirée, au revoir.